Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Emeline. Emeline, elle a plein d'outils dans sa caisse à outils, mais celui qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est sa casquette Ayurveda et cheval. L'idée, c'est de voir comment on peut interagir avec l'Ayurveda dans le couple cavalier-monture, mais également dans le couple humain-animal. Donc ce deuxième épisode, il est beaucoup plus tourné vers les animaux et beaucoup plus tourné vers des cas pratiques. Vous verrez, c'est un épisode qui apporte beaucoup de joie, de lumière. Donc je remercie encore beaucoup infiniment Emeline pour sa venue. Je vous mets en description tous les éléments pour pouvoir la retrouver facilement, retrouver toutes ses activités et toutes ses formations. Et je vous souhaite une belle écoute. Emeline, je te remercie beaucoup d'être présente dans ce deuxième épisode Ayurveda et élevage. Ce que je te propose avant qu'on attaque dans le vif du sujet, c'est que tu puisses te présenter, me dire comment tu en es arrivée à l'Ayurveda et quelles sont tes activités aujourd'hui. Alors, j'ai commencé l'Ayurveda il y a une vingtaine d'années, je pense maintenant. Donc, j'étais professeure de yoga. Enfin, en tout cas, je faisais énormément de yoga et j'avais pas mal de déséquilibres. Enfin, déséquilibres quand on parle du point de vue de l'Ayurveda, pathologie physique et émotionnelle. Donc, je suis quelqu'un vraiment d'hypersensible et ça se répercutait beaucoup au niveau physique. Et la pratique du yoga et de la méditation m'a beaucoup aidée, mais je sentais qu'il manquait encore quelque chose. J'avais besoin de quelque chose de plus vaste, de plus global. Et je me suis tournée assez naturellement vers l'Ayurveda parce que je travaillais aussi dans une association qui était en Inde et j'ai fait ma première formation de yoga dans l'Himalaya. Et donc naturellement, l'Ayurveda s'est présenté à moi. Et une fois que j'ai mis le doigt dedans, c'est vrai que ça a été une révolution complète de ma manière de voir le monde, de voir les autres, de voir les relations et de comprendre le déséquilibre, mais aussi d'une compréhension du non-jugement vis-à-vis de ce qu'on est et de ce qu'on chemine. Et ça a été un énorme apprentissage. Pour moi, l'Ayurveda, c'est vraiment, ça m'a vraiment reconnecté à l'amour de manière extrêmement puissante. Et ça m'a permis de travailler sur des déséquilibres très très forts. J'avais un syndrome d'ovaire polykystique très avancé, de problèmes d'infertilité, j'avais fait beaucoup de fausses couches. On m'avait diagnostiqué aussi une arthrose précoce. J'avais des migraines vraiment très importantes. Et l'Ayurveda, mêlé à d'autres pratiques, m'a vraiment permis de tout rétablir. Mais vraiment, vraiment. Et donc, petit à petit, j'ai eu envie de pouvoir partager ça. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai créé une école de formation. Et donc maintenant, mon travail à plein temps, c'est ça, c'est mon école de formation qui s'appelle Shanti Yoga. Et je fais des formations en yoga thérapie, en Ayurveda, en énergétique, en lithothérapie. Et j'ai tout un aspect, en conscience animale. Et j'ai tout un aspect aussi de travailler avec les chevaux. Donc pour moi, il y a vraiment ce double enjeu de le yoga et la nature, parce que c'est pas que les chevaux, c'est la nature de manière globale, comme un chemin de conscience et de reconnexion à soi et aux autres. Et donc maintenant, c'est ce que je chemine en mêlant toutes ces pratiques et toutes ces approches. Ok, et par rapport à ton lien justement avec le cheval, comment lui il est arrivé dans ton parcours? Ah, ça, c'est depuis vraiment que je suis toute petite. Je me souviens que ma mère, elle me raconte toujours que quand j'avais 3 ans, j'ai vu un ostéopathe, il a mis ses mains sur mon crâne et il lui a dit, elle a des chevaux plein la tête. Et vraiment, depuis que je suis toute petite, les chevaux, c'est un amour indescriptible. 29 ans maintenant, j'ai vu naître mon cheval Jupiter, qui est encore avec moi. Je pense qu'il soit toujours auprès de moi. Et donc, ça a été mon premier cheval et il m'a, enfin, je dis toujours, c'est mon guide. Enfin, il m'a vraiment permis de cheminer vers moi-même, de réintégrer aussi mon corps. Et c'est aussi ça que m'a permis l'Ayurveda. Je suis très vata, très aérienne. Et donc, ces pratiques-là m'ont permis de, 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 de m'incarner pleinement dans la matière, dans la densité. Et le cheval a aussi cette faculté-là. Et vraiment de me faire ressentir la notion de bonheur. Mais vraiment à l'état pur, dire j'ai besoin de rien d'autre, tout est là, dans ce maintenant avec mon cheval. Et depuis, bon, j'ai recueilli pas mal d'autres chevaux avec mon association, donc j'ai maintenant 6 chevaux et 2 poneys. Et voilà, donc ils cheminent avec moi sur les formations, sur de la médiation kin, sur toutes mes pratiques. Et ils font partie de ma vie depuis toujours. Et ils m'ont vraiment amené dans une dimension spirituelle autant que le yoga, vraiment, véritablement. Super. Ce que je te propose peut-être, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, si tu veux bien quand même décrire l'Ayurveda, parce qu'on en parle nous spontanément, mais c'est vrai que de manière simple, comment les gens ils peuvent comprendre ce que c'est? Alors, Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Donc, pour moi, c'est assez important d'expliquer aux gens que c'est pas juste une médecine. C'est vraiment la connaissance. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est vraiment une compréhension pour moi du vivant, de la nature, des interactions entre les êtres et les êtres sous toutes ces formes.
Et c'est aussi pour ça que j'aime infiniment partager l'Ayurveda pour les animaux et pas que pour les humains. Et donc le principe de base, c'est qu'il y a cinq éléments qui vont prendre différentes formes. Alors je rentre pas dans tous les détails parce que c'est assez complexe, c'est passionnant mais assez pointu. Et donc ces 5 éléments vont imprégner la totalité de ce qui est. Et on va les retrouver dans ce qu'on appelle notre prakriti, notre constitution. Et en fonction de cette constitution, qui est sous-tendue par ce qu'on appelle des doshas, on va avoir plus ou moins des tendances en termes de compétences, en termes de compréhension du monde, en termes de déséquilibre aussi. Et donc l'Ayurveda vise à toujours maintenir l'équilibre. Et en fonction de la constitution de la personne, on va accompagner pour maintenir cet équilibre et éviter de tomber dans ce qu'on appelle les vrikriti, des déséquilibres qui peuvent être autant émotionnels, énergétiques, j'allais même dire karmiques, psychologiques, physiologiques que physiques. Et donc c'est vraiment prendre les êtres, on ne voit pas que l'homme, dans la globalité de ce qu'il est pour l'amener vers un état d'équilibre. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est pas juste dire un état d'équilibre, mais c'est un autre état de conscience. Cheminer vers ce qu'on appelle sattva, une dimension vraiment de discernement, de clarté, d'harmonie. Et une fois qu'on est dans cette compréhension du monde à travers l'Ayurveda, je trouve qu'il y a beaucoup plus de tolérance et de respect. Et c'est ça aussi qui me fascine avec cette connaissance de la vie et du vivant, c'est que quand on comprend qu'on a chacun un fonctionnement et une vision du monde, parce que c'est véritablement une vision du monde différente suivant notre constitution, donc si on comprend ça, ça permet aussi non seulement de mieux comprendre potentiellement ce que vit l'autre, mais aussi de s'ouvrir à une vision du monde qui n'est pas la nôtre de par notre constitution de départ. Et en termes d'interaction humaine, c'est hyper enrichissant. Et c'est aussi ce qu'on vit avec les chevaux et les animaux en général. Si mon animal a telle constitution et que moi je suis d'une autre constitution, bah il y a des points de rencontre qui vont se faire naturellement, mais il peut aussi y avoir des points de friction parce qu'on ne vit pas le monde de la même manière. Et suivant notre constitution, on va pas avoir besoin des mêmes choses, on va pas parler le même langage, on va pas avoir la même temporalité, pas les mêmes attentes. Et c'est ça que je trouve fascinant parce que c'est un panel infini en fait d'enrichissement et de compréhension. Oui, ça permet vraiment d'avoir une compassion en sachant qui est l'autre. Ça permet une compassion en fait qui est illimitée parce que ce qu'on prendrait pour un comportement qui peut nous déranger, peut-être chez son cheval, mais en fait quand on comprend que c'est dans sa nature, ben, ça aide vraiment à ouvrir des portes de compassion et d'amour qui sont complètement folles. Et justement, c'est ça qui t'as commencé un petit peu à l'aborder. Mais c'est de se dire finalement si je connais la constitution de mon animal, on va parler des chevaux parce que effectivement on va dire que c'est ton animal allié dans cette pratique. Mais qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes d'avoir conscience, à part cette histoire de compassion et d'amour, mais d'avoir conscience potentiellement de la prakriti, de la constitution de leur animal? Bah, vraiment, fondamentalement, ça va permettre d'établir un autre dialogue et aussi de comprendre ce dont l'animal a besoin en termes de manière de parler, de s'exprimer, de communiquer avec lui, mais aussi en fait au quotidien sur son rythme de vie, sur sa nutrition, parce que ça c'est un énorme enjeu, sur ses temporalités et sur les pathologies, les déséquilibres qu'il va avoir plus tendance à avoir. Et comme l'Ayurveda imprègne encore une fois tout ce qui est, donc on va, en fonction des saisons, on va créer plus ou moins de dérégulation, en fonction des heures de la journée, en fonction du rythme de vie. En fait, si on adapte vraiment ça au cheval, on va aller vers un maintien de sa santé, autant encore une fois physique, émotionnelle qu'énergétique. Donc si j'ai un cheval qui est très kappa, très haut éther, là en réduisant, parce que c'est toujours plus complexe, c'est pas juste un dosha, hein, mais bon, voilà. Là on va dire on va prendre un dosha pour simplifier, il va pas avoir les mêmes besoins qu'un cheval qui est très vata. Et ça va permettre aussi de comprendre qu'un cheval qui est extrêmement aérien et stressé, on va pas le gérer de la même manière. On va pas, nous, dans notre posture intérieure, se dire, bah, j'agis pareil, et qu'est-ce que moi, et moi c'est ça aussi qui me fascine, qu'est-ce que moi, en tant que son compagnon humain, je vais devoir aller travailler en moi et chercher en moi pour l'accompagner et l'aider lui. Et ça, c'est fascinant. Moi, j'ai, par exemple, mon cheval Jupiter qui est très Vata Pitta, et il m'a amené à aller chercher en moi un ancrage, une stabilité, une gestion de mes émotions pour pouvoir lui l'aider à se canaliser, à se calmer. Et j'ai Jiméo, un autre, mon cheval, enfin un autre qui lui est beaucoup plus jeune, qui a 6 ans, qui est lui très Kapha Pitta, mais il m'amène dans une autre recherche de ma densité d'un cadre pour l'amener lui à se mobiliser. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que sinon, il va pas se mobiliser, il va pas bouger et il va développer des pathologies de type prise de poids, fourbure. Jupiter, ces pathologies, ça va être de la colique, par exemple, ou des coups de sang, des choses comme ça. Et donc, avoir conscience de ça, ça va permettre vraiment d'adapter sa posture, sa communication, sa pratique physique
aux besoins de son cheval. Et eux nous permettent vraiment d'aller chercher en nous des ressources qu'on n'irait pas forcément chercher, mais ils nous obligent, entre guillemets, à aller chercher ça pour eux les accompagner. En fait, c'est hyper puissant. Et ce qui est très intéressant et que ça souligne aussi, c'est que ça casse un peu toutes ces histoires de généralité. Et je pense que c'est important parce qu'en fait, on voit bien, mais ça marche pour les humains, pour les chevaux, pour tout le monde, qu'en fait, quelque chose qui marche pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Et donc, du coup, quand on prend des décisions pour les animaux, parce qu'on prend des décisions aussi pour eux, ça aide tellement de comprendre leur constitution pour prendre des bonnes décisions en adéquation, que ce soit pour le choix d'une pratique sportive, pour ceux qui font du sport avec les chevaux, du lieu de vie, ou cette histoire de couverture, on en parlait. Ouais. C'est quand même hyper important parce que dire le cheval il faut qu'il soit couvert ou pas, bah ça dépend. Tout à fait. Ça dépend et c'est fin et ça nécessite vraiment de faire cet exercice de connaissance. Oui. Et couverture, c'est l'exemple typique où je sais que quand j'ai commencé, j'ai beaucoup de personnes qui disaient mais il faut pas les couvrir, ça les fragilise. Bah non, ça dépend de la constitution. Et dans mon troupeau, j'ai 3 chevaux que je couvre, et dont une qui est très jeune et les autres que je ne couvre pas. Parce qu'on est en automne, on est en période très vata, et parce que je sais que c'est des chevaux qui, s'ils ne sont pas couverts, vont faire des coliques beaucoup plus facilement. On a beaucoup de changements de température, et donc je régule vraiment en fonction de la constitution de chacun. Et sur l'alimentation, c'est pareil. C'est pas parce que j'ai des chevaux qui ont le même âge que je vais avoir la même alimentation du tout. Ils vont pas avoir la même phyto. Je vais faire attention pour chevaux avec des doshas froids comme Kapha et Vata, à mettre de l'eau qui est plus chaude, par exemple. Je vais pas faire les mêmes associations en phytothérapie du tout. Donc ça va vraiment permettre de se dire, c'est exactement ce que tu dis, il n'y a pas de généralité. Je prends chaque animal, chaque cheval, chaque humain dans sa spécificité et le protocole est différent pour chaque personne. Parce que même pour 2 personnes ou 2 chevaux qui seraient Vata Pitta, en fonction de leur âge, d'où ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, en fait, on va pas avoir la même chose non plus. Non, ça oblige vraiment à avoir une curiosité infinie envers l'autre. Et ce qui m'intéresse aussi éventuellement, c'est dans ta pratique, puisque tu accompagnes des couples cavalier et cheval aussi, c'est qu'est-ce que tu observes de manière générale, si tant est que pour ce coup-ci, il y ait quelques points qui reviennent de manière récurrente. Et s'il y en a pas, ou auquel cas, ce serait quoi les principaux leviers d'accompagnement que tu vois en première instance, comme ça, quand tu accompagnes des couples? Il peut y avoir vraiment un travail émotionnel, notamment quand j'ai des humains très pitta, là je pense à un couple en particulier, et des chevaux très pitta, ou pitta vata, où le vent va souffler sur le feu et le feu va assécher vata, et donc là on part en tourbillon. Les cavaliers pitta vont avoir tendance à s'énerver, parce que leur cheval n'écoute pas et ils se mettent encore plus en colère. Et là, ça part en incendie. Ou de personnes très vata, un cheval stressé, et la personne est hyper stressée que son cheval soit stressé, et ça monte sur orbite. Et là, c'est l'ouragan. Sur ces personnes-là, il y a un vrai travail émotionnel en fait à faire. Et c'est là où l'apport du yoga et de la yoga-thérapie et de la lithothérapie va énormément m'aider. Parce qu'en fait, je vais pouvoir proposer des postures, des techniques pour venir travailler sur vraiment une gestion émotionnelle. D'autres cas assez fréquents, c'est les bulles. Les humains qui sont trop fusionnels ou des bulles qui ne sont pas très très posées. Et ça va vraiment créer des interactions assez délétères, on va dire. Et donc là, ça va être plus un travail au niveau énergétique. Et parfois, quand on a des pathologies physiques, c'est réussir à faire comprendre à l'humain qu'il y a quelques petits changements qui peuvent avoir une vraie influence. Par exemple, de ne pas travailler un cheval juste après qu'il est nourri. Ça, c'est des choses qui peuvent sembler pour nous de base. Des propriétaires qui ne peuvent pas parce qu'ils arrivent, ils veulent absolument monter, ce que je peux comprendre. Il n'y a pas du tout de jugement, mais donc ils enchaînent les 2 choses. Et donc en fait, sur des choses comme ça, c'est pas du travail très très lourd, mais ça va vraiment être des prises de conscience qui vont permettre d'avoir des effets physiques et émotionnels qui sont hyper importants. Et après, il y a toute la manière dont on va travailler le cheval. On fait un stage avec Célia là-dessus en février, sur comment est-ce que je vais travailler mon cheval en fonction de sa constitution, parce qu'ils ne vont pas avoir le même besoin en fait. Un cheval Kapha, un cheval Vata, un cheval Pitta ne vont pas avoir les mêmes besoins, pas avoir les mêmes attentes. Et donc de pouvoir voir comment l'humain, dans son énergie à lui et dans sa constitution, il fait travailler son cheval, parce que c'est souvent en fonction de ce qui lui est plus facile pour lui, en fait, ça va complètement renverser la relation, en fait. Donc, il y a des gens pour qui c'est pas facile, très franchement. Oui, je pense que ça doit être assez chamboulant quand même. C'est assez chamboulant. Et il y en a d'autres qui vont, ok, c'est super, parce que là, j'étais bloquée dans ma relation avec mon cheval. Et ça m'ouvre une autre porte de compréhension. Et là, ça va pouvoir développer des choses hyper intéressantes. Oui, je pense que c'est vraiment un pas de côté qui peut déstabiliser un peu, mais qui permet de switcher des blocages
tout simplement, Exactement. ouais. Et après, j'ai pas de, bah, encore une fois, il n'y a pas de Oui, généralité bien de sûr. soi, parce qu'en fait, ça dépend tellement de l'humain, du cheval et de leur interaction. Mais en tout cas, les plus gros cas flagrants, c'est vraiment les chevaux en stress, les humains, enfin vata, Ouais. et les pitas qui montent en pression et qui s'énervent et qui font que ça part vraiment, quand je dis incendie, c'est vraiment Ouais. ça. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus en général. Parce que les chevaux kappa, avec des humains kappa, l'enjeu, ça va être qu'ils vont pas travailler. Oui. C'est juste, c'est mon cheval, je le laisse tranquille, je veux pas le brusquer. Et avec ce genre de couple, ce qu'il va falloir faire, c'est leur faire comprendre que faire travailler son cheval et le mobiliser, encore kappa, c'est indispensable pour son bien-être. Et ça, quand l'humain est aussi très kappa, c'est difficile parce que il n'a pas forcément, lui, l'énergie de se mettre Ouais, en la mise en mouvement. mouvement, oui. Et il faut que je mette mon cheval qui est un peu lourd en mouvement. Et pour ça, il faut que j'aille mobiliser en moi une énergie que j'ai pas forcément envie de mobiliser. Et donc, il y a un gros travail sur l'humain pour qu'il se remette potentiellement en condition physique et qu'il accepte de dire, bah, je bouge mon cheval parce que c'est bien pour lui, en fait. C'est ce qui va faire qu'il s'allège. En fait, émotionnellement, il va être mieux. Non, c'est toujours ce fameux des semblables qui s'attisent et des opposés C'est qui se exactement ça. guérissent, qui est un principe que je trouve finalement assez simple à comprendre. Oui, Il y a des oui. principes qui sont un peu plus complexes en Ayurveda, Ouais. mais celui-ci, il est quand même simple à comprendre, mais Complètement. pour autant, il est simple à comprendre, mais pas toujours facile à voir. Et pas toujours facile à mettre en application. Et comme tu dis, il y a des gens qui ne voient pas. En Oui. fait, et c'est, encore une fois, c'est normal. C'est des portes de compréhension, de conscience qui s'ouvrent petit à petit. Mais effectivement, ce concept de base, comme tu dis, des semblables qui s'accumulent et des opposés qui s'annulent, c'est hyper important. Et surtout qu'encore une fois, il faut se dire qu'un cheval n'est pas que vata, un humain n'est pas que vata. Et donc, en fait, ça va aussi permettre d'aller chercher chez l'humain et chez le cheval d'autres ressources et d'autres compétences qui sont en lui et qui vont faire qu'il va plus facilement éviter d'être dans un déséquilibre. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui. On amène du kappa dans un rythme de vie, une alimentation à un cheval qui, dans sa prakriti, est beaucoup plus vata-pitta, ça va lui permettre de se poser beaucoup plus. Et pareil sur un humain. Et donc, le fait que l'humain il se pose plus, ça va aider son cheval et inversement, de toute façon. Oui, c'est ça, ce fameux, je sais pas si on peut le qualifier comme ça, ce fameux effet miroir. Oui. C'est celui-ci. Et c'est vrai que du coup, si on prend cet exemple, on peut se dire que si je travaille que sur mon cheval, bah en fait, il y a un moment donné, là, on déroule pas le fil jusqu'au bout. Complètement. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ce travail sur le couple, en fait. Le couple cheval-cavalier. Et le cavalier est amené nécessairement un moment à travailler sur lui. oui, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, même sur les pratiques en ostéopathie ou en shiatsu aussi. Tout à fait. Et en Ayurveda pour le coup, mais cette espèce de travail en tandem qui est vraiment très, 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 très fort. Et travailler l'un sans l'autre, en fait, puisqu'on fait partie de l'environnement direct de nos animaux. Et Donc, comme en fait, tu disais très bien, on fait les choix pour eux aussi. oui, Donc, en ce fait, qui n'est pas neutre, oui. c'est pas neutre du tout. C'est pas neutre du tout. Et donc, c'est pour ça aussi que j'en suis venue à ça, à travailler sur le couple, parce qu'à un moment, j'étais bloquée, en fait. Les gens, ils venaient me voir en me disant, bah, le cheval, il a ci, il a ça, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui va pas chez lui? Et en fait, à un moment, bah, en fait, s'il n'y a pas un travail assez souvent aussi sur l'humain, bah, ça va poser problème. Et encore une fois, ça peut être juste des changements au niveau du rythme de vie, mais souvent, c'est au niveau aussi de la posture intérieure, d'un travail émotionnel, etc., etc. Donc, et c'est pareil pour la com. Quand je fais une com à un animal, bah forcément, l'humain, il y a des choses qu'il va être amené à entendre et potentiellement à travailler aussi. Donc, sinon, en Ayurveda, comme dans toutes ces pratiques, à un moment, on peut être bloqué. Une fois qu'on a épuré la routine de vie, l'alimentation, le travail et qu'il y a encore des pathologies ou des déséquilibres, là, il faut vraiment que le propriétaire comprenne qu'il y a quelque chose d'autre aussi à travailler. Oui, c'est ça. Après, c'est toujours cette histoire un peu d'enlever les couches pour arriver à la substantifique moelle Tout à fait. du potentiel problème. En tout cas, des fois, le problème est pas facile à trouver parce qu'il y a tellement de choses qui gravitent autour qu'en fait, il faut les enlever une à une. C'est un exercice de patience aussi et de recherche. D'enlever une à une pour arriver à la vraie cause du problème. Parce que sinon, en fait, à la racine et pas au manifesté. Toujours cet enjeu entre le dosha manifesté dont on parlait tout à l'heure et le dosha causal. Qui est un vrai risque en Ayurveda, en fait. Complètement. Et ça, j'ai beaucoup vu ça justement avec des chevaux tu es un peu colérique, entre guillemets, où les gens, quand ils touchaient un peu du doigt l'Ayurveda, me disaient « Ah, il est très pitta, machin. » Non, non. En fait, souvent, c'est un cheval vata qui a du pitta. Et plus, en fait, vous soufflez sur le feu, vous augmentez le feu, plus, en fait, ça va brûler. Et le feu va assécher vata, ça va l'augmenter encore plus. Et donc, il faut vraiment casser ce cercle vicieux. Et c'est souvent les chevaux qui vont être le plus difficiles à gérer si l'humain ne travaille pas aussi sur lui. Oui, puis c'est un peu considérer l'autre comme étant ses déséquilibres.
tu n'es pas tes déséquilibres en fait. Et je trouve que Complètement. une fois qu'on comprend ça, c'est des choses qu'on pense faire partie de nous, Alors que qui c'est sont pas en fait des déséquilibres, alors qu'en fait, pas forcément. Et je trouve que ça, c'est bouleversant quand on se dit en fait, bah non, c'était la conséquence d'un tout. environnement de travail, d'un Ouais, environnement de vie, de que sais-je. Et en fait, de se dire qu'on n'est pas ces déséquilibres. Et complètement. pour nos choix aussi, c'est quand même une source de, je veux dire espoir, mais je trouve ça Oui, complètement incroyable tout de à se fait. dire qu'on peut, et puis d'avoir l'humilité de se dire qu'on peut vraiment s'être trompé. Non. Et d'où l'intérêt d'avoir un Ouais. regard extérieur aussi à un moment donné. Oui. Et ce Parce qu'il faut dire avec l'Ayurveda, c'est qu'on tâtonne aussi. ouais. C'est pas, il y a une règle fixe et après ça bouge plus. Et ça, c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer aux propriétaires, c'est qu'il suffit qu'il y ait un déménagement, Oui. qu'il y ait par exemple, on va en concours, un cheval qui perd son compagnon. J'ai vu ça il y a pas Bien longtemps. sûr. Ouais. L'humain qui vit quelque chose de particulier, le changement des saisons. Mm. Par nature, de toute façon, à chaque saison, on va créer des changements. Enfin, il va y avoir des changements Oui. et des déséquilibres. Et donc, en fait, forcément, le cheval, on ne peut pas le figer, comme tu dis, Mm. dans un déséquilibre. Ouais. Il a sa constitution qui ne peut pas changer. Ça, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de Oui. praticiens qui disent la prakriti change. Non, la prakriti ne peut pas changer. Par contre, oui, il va y avoir une accumulation potentielle de déséquilibres qui vont faire que la constitution nous semble différente. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. Et c'est ça tout le travail en Ayurveda aussi. Et La c'est diffé- toute la nuance qui est importante. Mais elle est hyper importante Mm. parce qu'il y a même des thérapeutes en Ayurveda qui n'ont pas forcément cette conscience-là et qui vont travailler que sur le déséquilibre. Mais la base, c'est d'aller chercher la prakriti. Oui, puis ça se fait pas. C'est, C'est un peu le travail d'une vie quand même de savoir mais- qui on est. mais Et complètement. donc du coup, je Tout à trouve que c'est, en tout cas, moi, j'ai pas du tout cette projection-là de me dire, on peut dire aux gens au bout de Complètement. une séance, et le risque, c'est d'avoir pris le déséquilibre pour la Oui. constitution. Oui. Enfin, C'est c'est pour ça qu'il long. faut revenir à l'enfance. Oui. Et c'est ça Oui. qui est compliqué avec les chevaux potentiellement, Mm. quand les propriétaires ont par exemple un cheval depuis 1 an, qui a déjà, j'en sais rien, 15 ou 16 ans, et qui peut être enfin manifesté tellement ses déséquilibres et non pas la constitution de Ouais. base, que c'est un travail hyper fin. Et c'est là où l'énergétique, la com animale, ça va permettre de dégrossir aussi un peu. Parce qu'avec des humains, c'est plus facile potentiellement de revenir à l'enfance. Et encore, on a quand même des schémas, des biais, des jeux qu'on a joués dont on est imprégné et les dires des parents ou de la famille Bien qui sûr, font ouais. qu'on n'est pas forcément en conscience de ce qu'on est. Mais avec les animaux, c'est encore pire puisque même s'ils parlent, il y a le biais du propriétaire. Oui, Et bien donc, sûr. c'est un travail qui est encore différent, mais c'est passionnant. Mais quelque chose sur lequel j'insiste vraiment, c'est qu'il n'y a jamais de jugement. C'est pas le propriétaire, vous êtes responsable des déséquilibres, il faudrait faire comme si c'est à cause de vous. Pour moi, c'est pas du tout de cet ordre-là. Au Oui. contraire, mais c'est important de le dire, je trouve. C'est un chemin de conscience et on apprend à éplucher des couches pour être de plus en plus en compréhension de ce qu'on est. Et juste le fait d'être du vivant, comment est-ce que ça va créer une interaction? Et c'est pas grave qu'il y ait des déséquilibres qui se manifestent. Non. La vie est une succession de déséquilibres. Non, puis peut-être qu'il nous aiguille aussi à un moment donné, en fait. Si j'avais pas manifesté ce déséquilibre, j'aurais pas eu conscience qu'il fallait que je change ça, typiquement. Complètement. Donc en fait, à un moment donné, il nous rend service, même si sur le coup, c'est pas l'impression Oui. qu'on en a, parce qu'il est gênant dans la vie de tous les jours, etc. Mais il nous met le doigt sur quelque chose qu'on doit changer dans notre façon d'être, de vivre, etc. Les choses, c'est pareil. Donc C'est pareil. faut le prendre comme un petit indicateur. Oui, complètement. Ah, mais complètement. Et l'Ayurveda, c'est du mouvement, c'est cyclique, c'est pas linéaire. Et ça, c'est aussi un énorme enseignement. C'est un mouvement. Quand c'est figé, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important à comprendre. Donc je ne peux pas figer un état d'un humain ou d'un cheval. C'est perpétuellement, j'ai un équilibre et forcément parce que l'heure va changer, je vais basculer dans autre chose. Est-ce que je laisse cette autre chose devenir un déséquilibre qui va se cristalliser et, en fonction après des stades de pathologie, devenir de plus en plus lourd? Ou est-ce que ce petit déséquilibre est tout de suite soutenu pour devenir le nouvel équilibre? Et pour moi, c'est ça. Et c'est comme quand on fait travailler un cheval. Il va bouger. Donc forcément, dans son corps, il va y avoir un déséquilibre que je vais rattraper. Est-ce que je le fais vraiment en prévention et je suis tellement connectée à lui et en conscience de ce qu'il est et de ce que je suis pour que ça ne dérape pas? Ou est-ce que je laisse déraper? Et donc, équilibre pour le maintenant, petit déséquilibre parce que, encore une fois, il y a du vent qui arrive, donc ça amène un petit déséquilibre, ça va augmenter, ça va être une petite pointe de vata. Et comment est-ce que je joue constamment ça? Et c'est comme une danse, en fait, c'est vraiment beau. Et donc, on ne peut absolument pas figer. Oui, puis je trouve que ça aide à avoir plus de douceur envers les autres ou envers soi, parce qu'en fait, on peut pas attendre de la constance
en permanence, que ce soit dans la performance, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans que sais-je. Et en fait, c'est d'accepter qu'à un moment donné, moi je vois la dernière fois, il y avait un vent complètement fou, mes moutons, ils étaient mais sans dessus-dessous. Et en fait, bah, je peux m'énerver, puis je peux me dire, en fait, c'est OK, parce que typiquement, cette connexion, aujourd'hui, elle est brouillée par ce, Ouais, elle est par ce vent. oui, par ce Et en vent, fait, ouais. au lieu de me dire, bah, ils m'énervent, ils écoutent rien, je sais pas quoi, bah, je me dis, OK, en fait, c'est OK. Tout Et à fait. ça, et j'aurais, et je trouve que ça apporte de la douceur, en De la fait. douceur, de l'apaisement, Ouais, mais ah, clairement, mais complètement, et de l'harmonie. finalement, Ouais, oui. Parce que du coup, après, moi, j'aurais pu être dans un état d'énervement. C'est toutes complètement. ces choses, en fait, qu'on s'enlève finalement en disant, OK, il y a ça, c'est pour ça. Et tout va Ça, bien. ça détend, Et tout va bien. Et ça détend ça complètement. détend vraiment. Et Complètement. quand on travaille avec les animaux, je trouve que c'est hyper important parce que quand nous, notre état s'augmente d'énervement, par exemple, mais en fait, ça fait que énerver encore plus le troupeau, Oui, pour mon cas avec les moutons. Et en fait, on arrive dans un truc qui est complètement ingérable. complètement. Donc de se dire, s'ils sont énervés, moi, il faut que j'augmente en calme et en ancrage, etc. Bah, c'est exactement ce dont tu parlais tout à l'heure, des semblables qui Mm, s'accumulent, des opposés qui s'annulent. Il y a un excès de vent ou de feu, de mm. vata ou pitta. Et puis bah, face à ça, tu vas ramener du kapha, ce qui va leur permettre à eux de redescendre en fait. Oui, voilà. Et donc Mm. et avec les chevaux, c'est vraiment, vraiment flagrant. Oui, ça m'étonne pas. Et c'est vrai qu'en plus, pour la partie mouton, mais c'est un troupeau aussi avec les chevaux. J'ai moins cet effet comme ils sont que Ouais, deux. ouais. Mais c'est vrai que le mouton, il y a l'aspect individuel, puis il y a cet aspect de groupe, en fait. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que l'énergie, il y a l'énergie individuelle, l'énergie collective. Et là, en plus, on joue encore avec d'autres cartes et c'est complètement, Ouais, c'est immense, en c'est fait. immense. C'est Mm, immense. mm. Et par exemple, un propriétaire, enfin un gardien, qui aura envie de se dire, OK, j'ai envie de commencer à connaître mon animal. Quelle quelles clés il peut, quels petits outils il peut mettre en place, qu'est-ce qu'il peut commencer à regarder, qu'est-ce qu'il peut faire. Bah, observer comment son cheval se comporte en Mm. fonction des saisons. Comment son cheval se comporte en fonction de bah, exactement ce que tu décris. S'il y a du vent, s'il fait chaud, est-ce qu'il le sent plus énervé? Est-ce qu'il le sent plus apathique? Est-ce qu'il le sent plus stressé? Donc vraiment une Mm. observation fine, émotionnelle de comment est-ce que son cheval réagit à l'environnement. Parce que c'est une partie hyper importante de déséquilibre pour le cheval. Après, un petit peu plus poussé, mais extrêmement intéressant, comment est-ce que le cheval réagit, enfin, ou Mm. l'animal, en fonction de moi, mon état. Si j'arrive, que j'ai le téléphone dans la poche, que je sors d'une réunion, que j'ai que 10 minutes, comment va être mon Mm. cheval? Si j'arrive en me disant, là j'ai tout mon temps, j'ai pas d'objectif, je suis en conscience de ce que je suis en train de vivre, comment réagit mon cheval, etc., etc. Donc avoir vraiment une grille de je fais un scan de ce que je suis dans mon émotion, comment va réagir mon cheval face à ça. Si j'ai énormément d'attentes et que je sens que en pita, je veux atteindre ça coûte que tout coûte, qu'est-ce que ça va générer chez mon Mm. cheval, etc., etc. Et après, il y a tout, là, on est sur l'émotionnel, et après, il y a tout l'aspect physique. Est-ce que mon cheval a plus tendance à faire des coliques à telle période de l'année? Est-ce qu'il y a des moments où il mange moins? Pourquoi? Est-ce qu'il va avoir des fourbures régulièrement? Est-ce qu'il va déclencher des pyros? Enfin, sur Oui. toutes les Mm. pathologies, est-ce qu'il tousse à telle ou telle période de l'année? Et donc, ça va permettre en fait juste d'être dans l'observation. Pour moi, une phase primordiale de l'Ayurveda, c'est d'observer, sans chercher à agir. Donc, juste être à Mm. l'écoute de. C'est vraiment un chemin d'écoute de soi, de l'autre, et de ce que ça va générer comme interaction. Être à l'écoute. Et ça, c'est difficile parce qu'on a toujours envie d'agir, d'être dans l'action. Bien sûr. Et là, c'est Mm. l'inverse, c'est être et être à l'écoute de. Oui, puis sans cette fameuse attente de résultats Ah, de mais manière alors ça, immédiate, de se détacher en fait. bah, c'est un des grands messages de Mm. la Bhagavad Gita, un des textes fondateurs que tu connais peut-être en yoga, qui est agir détaché Oui. du fruit Mm. de ses actions. Parce qu'en fait, on met du mental, on met une pression. Et pour les chevaux, ça, c'est difficile. Ouais. On peut avoir une ligne directrice, de dire, bah, là, pour notre bien, pour lui, j'ai ça comme horizon, on va dire. Mais si, justement, du point de vue de l'Ayurveda, là, moi, je suis un peu plus énervée quand j'arrive, ou je suis stressée parce qu'il y a eu telle nouvelle. Il y a du vent. Mon cheval, déjà, je le sors du pré, il a l'air un peu anxieux. Il y a ses potes qui l'appellent. Il y a d'autres gens dans la carrière, ça va le stresser. Et si je reste bloquée sur aujourd'hui, je voulais lui Mm. faire ça, il y a de très très grandes Oui. chances que ça ne se passe pas bien. Et donc c'est se dire, j'ai décidé de passer ce moment avec lui, on va le faire, parce qu'on en a besoin tous les deux et qu'il a besoin de bouger, par exemple. Mais par contre, je reste ouverte à tous les possibles qui se présentent et je lui donne aussi la place Oui. d'être force de proposition. Mm. C'est pas la même approche en fait. C'est pas la même posture intérieure. Et ça donne pas aussi la même place au cheval en termes de responsabilité de Mm. lui-même, Oui. de son corps et de ce qu'il va pouvoir faire en partage du couple.
Donc c'est plus juste le propriétaire, le compagnon, le cavalier, et puis le cheval. Et c'est pas le cheval non plus qui décide et qui impose à l'humain en fonction de son tempérament. Là, j'ai pas envie de sortir, tu m'énerves, je vais te mordre. Ou là, je veux pas. Et le propriétaire qui abandonne. Non, c'est on chemine ensemble et puis on s'écoute l'un l'autre pour réussir à avoir un dialogue qui soit constructif, qui soit bienveillant et qui soit porteur pour nous deux en fait. C'est une vraie relation de couple. Non, mais je trouve ça... C'est tellement logique sous une certaine forme. C'est très, très logique. Mais en fait, ça demande de travailler sur des choses qui sont simples, de prime abord, mais qui en fait à intégrer, on en parlait, c'est le niveau d'intégration qui diffère. Et je pense que c'est un peu comme quand on observe l'animal. Plus on observe, plus on va en finesse. Et c'est d'allouer ce temps. Et cette énergie à se dire, ok, je vais vraiment t'observer, mais vraiment, c'est le micro-frémissement de peau, et nous, ça nous oblige justement à nous déconnecter un peu du reste aussi. Et du mental. Et du mental. Une posture d'accueil. Et comme tu dis, de se dire, bah, je suis là à l'écoute pleine, sans attente, sans a priori, sans projection aussi. Et ça, c'est pas toujours facile. Non. C'est vrai, j'en conviens, c'est plutôt difficile. Et je pense si on parle de l'ayur au sens large, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter, que ce soit pour nos animaux ou pour la vie des gens, si on devait le résumer pour leur donner envie de s'intéresser à cette pratique qui est magnifique, qu'est-ce que ça a serait? changé ma vie. Ouais. Vraiment. Et là, j'ai une élève qui travaille aussi dans un élevage. Et en quelques mois, elle m'a envoyé un message il y a quelques jours, parce qu'elle veut maintenant qu'une amie fasse aussi. Et elle m'a dit, ça a changé ma vie. Parce que, en fait, c'est des petites choses, typiquement pour les humains au niveau alimentation. Mais en fait, ça va tout changer. Ça veut dire quelqu'un qui a des douleurs au ventre, le siège des doshas et le siège de la santé en Ayurveda, c'est le système digestif. Donc, si on vient travailler là-dessus, ça fait qu'après, physiquement, émotionnellement, on est complètement différent. Et au-delà des aspects physiques, c'est vraiment une compréhension de soi. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est de la tolérance et de l'amour envers soi. On ne cherche plus à être autre que ce qu'on est. Physiquement, j'aurais jamais une poitrine de 90 D. Bah, j'accueille, c'est même pas j'accepte. Pour moi, il y a une différence entre j'accepte et j'accueille ça. Et c'est ce que je suis. Je vais jamais prendre 40 kilos. Ou quelqu'un, à l'inverse, qui a un peu plus de poids, il fera pas du 34. Et c'est être dans ce chemin d'amour de soi que la nature nous a prêté, donné, fourni comme enveloppe physique, Annamaya Kosha, comme véhicule pour expérimenter l'incarnation. Et j'en prends soin. Et j'accueille ça, et aussi dans mes émotions et dans ce qu'est l'autre. Et donc, c'est vraiment un chemin, pour moi, de guérison, de transformation et de connaissance. Vraiment. Et je ne vais pas dire encore plus que le yoga, parce que le yoga, huge, c'est l'union, donc ça regroupe tout ça. Mais le yoga, dans le sens classique, perçu en tout cas, beaucoup de gens, des asanas, de la posture, est un outil de l'Ayurveda. C'est un outil. L'Ayurveda, pour moi, en fait, c'est tout. C'est la globalité, c'est ce qui englobe tout le reste. Moi, je sais que ça sous-tend toute ma pratique et toute ma vision du monde. Et ça fait qu'après, on va aussi se nourrir vraiment en compréhension, en connaissance de ce qui est juste pour nous. Donc c'est aussi une posture de justesse, d'écoute, d'alignement, de cohérence aussi. Et j'aurais une dernière question pour boucler un petit peu cette boucle de Ayurveda et élevage. Et moi, c'est vrai que je le fais plus dans un sens, on en a parlé de ruminants ou de petits ruminants. Qu'est-ce qu'on a à gagner en tant que gardien, éleveur de petits ruminants, ou en tout cas dans ce monde de l'élevage tel qu'on l'entend, à faire glisser notre conscience un petit peu vers ces pratiques que de loin, pour la plupart, on traite un peu de manière ésotérique, de perché, alors qu'en fait, finalement, c'est les meilleurs pour nous ramener un ancrage fondamental dans notre lien à la terre et aux animaux. Et moi, ma question en tant que gardienne, c'est justement, on a l'habitude de regarder l'Ayurveda sur les humains. Tu as fait cet exercice de passer de l'humain à l'animal en travaillant les chevaux. Oui. Et il y a quand même des nuances qui peuvent exister, par exemple, que ce soit par rapport aux races, parce qu'au sein même, en fait, d'un corps, comme on peut le juger, il y a cette histoire de race. Et par exemple, moi, j'ai les moutons qui sont plutôt ronds. Ils ont une nature un peu capa, douce, ronde, assez lente. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut quand même être vigilant? Oui, tout à fait. C'est comme pour les humains, les femmes par nature ont plus de capa, les hommes plus de vita, par nature. Mais ça n'empêche pas qu'après, dans la spécificité de la personne, toutes les femmes, évidemment, ne sont pas capables. Et en fait, c'est pareil avec les troupeaux, et c'est ça qui peut être un peu un biais. C'est que les chèvres, on dit, elles sont plus vata, c'est pour ça que le lait de chèvre est plus vata, mais ça ne veut pas dire que dans la spécificité de l'individu, dans sa constitution, même s'il y a une empreinte
de Vata qui va être plus présente parce qu'il y a plus de mouvement, Oui. cet individu particulier n'est pas plus Kapha Vata. Et les moutons, c'est pareil. Comme les vaches. Les vaches sont aussi plus Kapha par nature, mais ça ne veut pas dire qu'au sein d'un troupeau, il n'y en a pas une qui est beaucoup plus Vata et qui ne va pas avoir besoin d'une alimentation, de soins et d'une approche qui soit différente. Et donc, c'est vraiment très intéressant et je trouve ça tellement fascinant et j'ai tellement de gratitude que tu t'intéresses à ça pour aussi l'élevage. Je trouve ça extraordinaire parce que ça permet de se dire on ne parle pas que d'un troupeau. Oui. On parle d'un individu, même au sein d'un énorme troupeau. Et pour moi, c'est vraiment comme pour les humains. Au sein du groupe humain qui peut avoir telle ou telle caractéristique, les hommes, les femmes, ou même en fonction du pays dans lequel on vit. Bien sûr. Entre l'Inde et la France, en France, il y a beaucoup plus d'excès Vata, Pitta, en Inde, beaucoup moins. Bah, en fait, est-ce que je vais aller chercher sur de l'individu? Et pour moi, ça ne change rien qu'ils soient en troupeau, et que globalement, le troupeau est une énergie qui soit plus Kapha. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois. C'est passionnant. Bah, Non, c'est complètement passionnant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de aussi raisonner en termes d'énergie. Et on en a parlé avec Alex, il parlait beaucoup de l'énergie Vata dans l'élevage. Et c'est vrai qu'en fait, on fait pas attention, mais on a des modes de vie qui le sont quand même. Complètement. Un monde qui l'est aussi. Et en fait, on apporte cette énergie dans l'élevage. Et on sait que Vata, c'est celui qui part un petit peu le plus vite en déséquilibre aussi. Et du coup, c'est vrai déjà, qu'en gérant ce paramètre, ou en tout cas en ayant une vigilance sur cet aspect-là, et ben en fait, on peut quand même gérer pas mal de choses. Complètement. En tout cas, gérer, c'est peut-être pas le mot, mais changer un petit peu l'énergie. Et mobiliser. Là, la Veto, qui est dans l'élevage où je suis, elle dit qu'elle a plein de cas en ce moment. Et moi, automatiquement, en Ayurveda, c'est évident. Ouais. On a plein de changements de température. Vata, on est en automne Vata. Il y a eu la rentrée, les gens sont plus stressés. Changement de rythme, ils vont souvent moins voir leurs chevaux. Donc, on est Vata. Et donc, forcément, puisque comme tu le dis, Vata est le chat qui a le plus tendance à déclencher des pathologies parce que c'est le mouvement, l'énergie de vie, bah forcément, c'est une phase où moi, je sais que je vais être beaucoup plus vigilante avec mes chevaux et mes animaux globalement. Parce que j'ai des tortues, j'ai des chats. Donc, je vais faire beaucoup plus attention. Et donc, prendre ça en compte de manière globale, mais pas comme une contrainte, mais vraiment comme une compréhension, j'allais dire une petite vigilance, une attention en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est déjà un pas énorme en fait. Je pense que c'est... Et juste pour en revenir à ce que tu disais, ce que peut faire l'Ayurveda, vraiment accompagner, enfin en tout cas pour les humains, mais les chevaux aussi, de la pathologie. Mais vraiment. C'est pas... ça fait des années que j'accompagne là-dessus et on arrive à rééquilibrer des choses vraiment très profondes. Donc c'est une belle source d'espoir aussi, et vraiment une bonne direction en tout cas pour les gens qui souhaitent nouer une relation différente avec leur animal ou avec eux-mêmes, parce que c'est important aussi. C'est vraiment un chouette chemin. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver pour ceux que ça intéresse? À la fois l'association et l'école de formation qui est www.shantiyoga.org. Et je fais aussi beaucoup de séjours et de stages avec Célia Caffarelli de l'élevage Solemio, à travers l'association Cavalétique. Donc là, on mêle pas mal justement de séjours yoga, ayurveda et cheval en fait. Ok. Voilà. Mais super. En tout cas, ça donne très envie. Merci beaucoup pour ce temps que tu as bien voulu m'accorder et pour ta venue. Merci à toi surtout de diffuser ces pratiques et de donner la parole pour justement que ce soit un peu plus connu parce qu'il y a un vrai potentiel de changement. Merci beaucoup. Merci à toi, Emeline.